Entretien spécial. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour cette émission spéciale dans laquelle nous recevons Dr Salim Dada, secrétaire d'État chargé de la production culturelle. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci de nous accorder un peu de votre temps. L'Algérie, à l'instar du monde entier, traverse une crise sanitaire sans précédent, donc une crise liée au coronavirus Covid-19, dont les conséquences touchent tous les secteurs. Depuis le début de cette crise, le ministère de la Culture a pris de nombreuses mesures pour continuer à faire diffuser la culture. Cela se fait à travers la toile. L'artiste n'est pas en reste puisque c'est l'acteur principal de la production culturelle. Pour commencer, pourrait-on faire un constat de l'activité culturelle en ces temps de crise ? Oui, exactement. C'est cette crise-là qui a poussé le secteur à trouver d'autres solutions, d'autres façons de se produire, de diffuser le produit culturel, qu'il soit créatif ou patrimonial ou d'archives. Comme pratiquement tous les ministères de la culture dans le monde entier, il y a eu un passage vers le digital. Donc c'était l'occasion pour nous de constater déjà les dispositions en termes de plateformes, en termes d'archives, en termes de contenu numérique et le mettre à disposition du spectateur algérien via les différents canaux, qu'ils soient téléphoniques ou sur Internet, bien sûr sur les différentes pages aussi. Ce qui a été remarqué, c'est que le ministère, après avoir demandé aux différents établissements sous tutelle de ne pas cesser d'activer, même si on était dans l'obligation d'arrêter toutes les manifestations culturelles depuis le 11 mars, comme il était le cas pour le ministère de la Jeunesse et Sport, pour l'enseignement supérieur, l'éducation. Donc justement, l'idée c'était de ne pas s'éclipser, de garder quand même une certaine présence et d'offrir aux spectateurs algériens, aux lecteurs algériens, à l'intellectuel algérien, aux fans et mélomanes algériens, la possibilité d'avoir sa dose, d'avoir son droit en termes de contenu culturel. Donc les établissements ont réagi rapidement, tant bien que mal, parce qu'on n'était pas préparé, il faut le dire, par rapport à ce genre de basculement d'interface, mais tout le monde a fait l'effort de d'abord récupérer ce qui a été déjà fait en termes de captation vidéo, d'enregistrement, numérisation, et puis essayer de créer via les pages Facebook, Instagram ou les chaînes YouTube de ces établissements, de créer une sorte d'agenda culturel. Et là, on a vu, bien sûr, les théâtres, on a vu les centres, que ce soit le Centre national du cinéma, le Centre algérien du développement du cinéma, les différents musées aussi, le MAMA, Musée national des beaux-arts, le Théâtre national algérien, les théâtres régionaux, tous ont participé, ont donné, ont offert un contenu culturel via leur page et qui est en train de s'ajourner à chaque fois, chaque semaine. Et là, on voit une programmation adaptée par rapport au mois sacré de Ramadan. Donc il y a des contenus aussi qui sont contextuels, plus le partenariat qui a été fait, il faut le rappeler, qu'un partenariat a été fait par exemple entre le CADC et l'entreprise nationale de la télévision, où maintenant on diffuse sur la 6e chaîne, cette nouvelle chaîne, les films algériens qui ont été produits ou coproduits par l'Algérie, et que
peut-être, malheureusement, le public algérien n'avait pas la possibilité de les voir parce qu'ils étaient mal diffusés ou pas du tout après une avant-première. Donc c'est une possibilité de voir même du contenu cinématographique sur des chaînes télévisées. Mhm. Et c'est des films qui parlent, voilà, parlent de l'histoire, c'est des films documentaires, des films qui parlent, voilà, qui représentent euh, des créations de jeunes générations de réalisateurs, que ce soit en court métrage ou en long métrage. Donc tout ça fait que on découvre aussi un engouement du public. Il faut dire aussi que la dose culturelle s'est démultipliée depuis le confinement. Les gens ils sont pratiquement tout le temps sur leur smartphone, ce qui fait Mhm. que la demande du contenu culturel, elle s'est accrue. Et ça laisse aussi à réfléchir par rapport à des questions qui sont de l'ordre de, voilà, le droit d'auteur, la gratuité du Mhm. fait culturel, mais aussi la condition de l'artiste sur laquelle je pense que la consultation d'hier a été primordiale par rapport à cette problématique. Justement, on va expliquer un petit peu à nos auditeurs. Le Covid-19 a interrompu beaucoup de projets, les espaces, beaucoup de projets culturels, les espaces de divertissement et de spectacle ont été fermés, ce qui a contraint de nombreux artistes à arrêter leur activité, à se retrouver dans une situation difficile. Vous avez abordé la question justement dans une consultation internationale multipartite, la situation de l'artiste face aux crises. C'est en partenariat avec l'UNESCO et à travers le mouvement culturel Résil Art. Quelles sont les principales recommandations ou solutions émises lors de cette rencontre? Oui, et justement, c'est l'événement qu'on a organisé hier qui s'appelle L'artiste entre créativité et résilience. Mhm. C'est une consultation qu'on avait prévue au niveau du secrétariat d'État de la production culturelle, étant, euh, ayant présenté un plan d'action justement qui a été validé par le gouvernement et par la suite par Monsieur le Président de la République et puis par le Parlement. Donc dans notre plan d'action, la question de la situation de l'artiste est cruciale. C'est l'axe sur lequel tourne toute notre stratégie Mhm. pour la production culturelle. C'est le premier élément et malheureusement c'est aussi le maillon faible de cette chaîne qui est le producteur culturel. Donc qu'il Ouais. soit artiste, qu'il soit écrivain, qu'il soit chercheur dans le domaine de la culture, qu'il soit euh, acteur culturel dans la programmation, dans la diffusion, ou tout ça, on est dans la dimension humaine. Et cette dimension humaine nécessite une prise en charge juridique, professionnelle, éducative, morale aussi, sociale bien sûr. Et il se trouve que l'artiste en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, euh, il est dépourvu d'un statut particulier, d'une loi cadre, d'une visibilité juridique, Ouais. de par son métier et de par son identité aussi culturelle. On voit que nos instituts de formation artistique forment des jeunes futurs artistes. Après, il n'y a pas de relais, c'est-à-dire on donne des diplômes et c'est un peu la loi de la jungle. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de recrutement après, c'est au pif. Donc il y a des gens qui vont rester ici. S'ils sont excellents, Ouais. peut-être ils vont joindre quelques établissements, sinon ils vont partir ailleurs ou sinon ils vont carrément changer de métier. Malheureusement, c'est un constat. On le sait et on avait déjà constaté ça lors de la création de l'Orchestre des Jeunes d'Algérie où plusieurs de nos étudiants ressortissants, on a constaté qu'ils ne possédaient pas d'instruments de musique, qu'ils avaient changé de métier parce qu'ils avaient changé de situation sociale, Ouais. ils ont des obligations familiales. Donc du coup, cette précarité de la situation, déjà, dès le départ, elle y est. Puis aussi, il y a le problème de la reconnaissance du diplôme aussi. Quelquefois, entre deux secteurs, le diplôme il n'est pas reconnu. Ouais. C'est-à-dire les diplômes qu'on octroie, par exemple, aux instituts de formation régionale, délivrés par le ministère de la Culture, ne sont pas forcément reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. Alors que nos étudiants suivent et subissent le même enseignement, par exemple. Donc, ce qui fait que c'est une problématique majeure qu'il faut régler une fois pour toutes
un petit peu aligner le tout ensemble et avoir un canevas global qui reconnaisse l'enseignement et la qualité de la formation de ces recrues. Vous avez D'autres, parlé de ça, bien sûr, donc lorsque vous étiez déjà à la tête du Conseil national des arts et des lettres, où il y a eu de nombreuses consultations avec des artistes, des écrivains, donc des musiciens. Et exactement, oui. On a toujours sonné cette alarme, même avant. Moi, j'ai enseigné depuis des années. Ça fait 23 ans que j'enseigne la musique, la guitare, la formation musicale, l'harmonie. J'ai même formé les chefs d'orchestre de la garde républicaine. Mhm. Donc il y Et a une faille dans donc le... on connaît les problèmes, qu'ils soient dans les instituts régionaux ou l'institut supérieur ou à l'ENS, l'école qui forme les profs de musique. On connaît les failles et on connaît aussi les déconnexions qu'il y a entre ces établissements. Et on a sonné on a cloché, on va dire, cette cloche d'alarme à chaque fois pour dire que il faut revoir ce système, il faut revoir les diplômes, il faut revoir aussi l'après-diplôme. Qu'est-ce qu'on en fait de ces recrues? Et bien sûr, un projet comme le bac artistique sur lequel on est attelé aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler maintenant, on travaille vraiment de façon très rapprochée avec le ministère et de l'enseignement et de la formation professionnelle sur le bac professionnel artistique qu'on souhaite. À travers ça, il va y avoir ce format qui va un petit peu rassembler tout le monde, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Je reviens à cette consultation. Donc, le maillon faible, c'est l'artiste, donc sa situation, sa condition, et bien sûr, le premier élément fort, qui est la reconnaissance juridique. Donc, et vu que dans le plan d'action du secrétariat d'État de la production culturelle, la question d'élaborer un texte de loi sur la situation de l'artiste qui reconnaît le métier, qui clarifie ses devoirs, ses droits, c'est une question cruciale, comme ça l'a été à un moment donné pour le journaliste professionnel, comme ça l'a été pour d'autres métiers libéraux. Donc ce texte-là, il est temps de l'élaborer, de le délivrer, de le faire passer par la voie hiérarchique et juridique. Mais avant d'entamer cette rédaction, nous, on avait pensé, pourquoi ne pas consulter l'international, le monde entier, où est-ce qu'on en est, d'abord avec nos voisins, par exemple la Tunisie, le Maroc, et puis avec notre vis-à-vis méditerranéen, donc ce qui se passe en Italie, en France, en Allemagne, et bien sûr, l'idée c'était d'échanger des idées et voir les défaillances aussi. Le temps de Corona a dévoilé les défaillances pour le monde entier et même dans des pays où ils ont des systèmes beaucoup plus développés, des mécanismes plus régulés. Et malgré ça, la culture et l'artiste ont été un peu délaissés ou sacrifiés en ce temps du confinement. Donc cette consultation a été un point d'accroche pour réfléchir à voix haute et dans toute la transparence. Et, ayant fait déjà un travail sur la Convention 2005 de l'UNESCO, qui est la Convention de la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, il était tout à fait normal de faire appel à l'UNESCO encore une fois, parce que c'est la question cruciale. Et l'UNESCO avait lancé un mouvement le 15 avril qui s'appelle Résilience Art Artistique. Et justement, un mouvement qui parle de l'artiste dans les temps de crise et qu'on ait ce moment de pause pour dire, voilà, on est dans la crise, mais il faut qu'on réfléchisse à l'après la crise et pour les éventuelles et ultérieures autres crises, pour ne pas subir les mêmes conséquences. Très bien. Et en parlant d'artistes, donc en ces temps de crise liés au Covid-19, l'État a lancé une opération de soutien des artistes avec l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Est-ce qu'on pourrait en avoir les détails, peut-être des chiffres? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça a pris du temps, parce que depuis l'annonce de Madame la ministre de cette aide des artistes,
quand même, ça fait 6-7 semaines, et ça a soulagé les artistes. Ça, c'est le premier réflexe à avoir noté. Après, le problème, c'était c'est-à-dire le problème de recensement, le problème de filtre qui se pose à chaque fois. Mhm. Et là, ça nous a montré aussi la fragilité de notre système numérique, qu'on n'a pas encore des fichiers nationaux, on n'a pas encore des recensements. Euh, je pense que l'après-corona, ou déjà le corona, il va nous pousser vers une réorientation de nos politiques, que ce soit dans la culture ou dans l'administration, notre façon de faire aussi. Donc, du coup, ça a pris du temps parce qu'il y a eu une plateforme qui a été créée. L'Office national des droits d'auteur et des droits voisins a été désigné comme organe preneur en charge de ces aides-là. Lui qui avait déjà l'expérience dans des crises ultérieures comme celle de l'inondation de Boumardès, plutôt De de Babloued Babloued, et le séisme de au séisme de Boumardès. Boumardès en 2003. Donc il y avait une prise en charge et ils le font aussi de façon inhérente dans leur fonctionnement, les aides des artistes précaires, les malades, l'envoi vers des consultations et tout. Donc l'ONDAI, elle fait ça parce qu'elle a quand même ce volet social qu'elle est en train de développer, notamment pour les adhérents et ces artistes, auteurs adhérents à l'ONDA. Donc il y a eu une opération donc, de recensement et puis il fallait vérifier aussi les informations parce que tout le monde peut dire n'importe quoi. Donc Donc il y a une commission. oui, bien sûr, une commission, mais surtout du vis-à-vis aussi, parce Mhm. que il était bien sûr hors de question d'aider des gens qui ont déjà des salaires. Oui. Donc, l'idée, c'était de prendre en charge des gens qui sont dépourvus de ressources, qui font que le métier artistique. Mhm. Et bien sûr, il fallait vérifier aussi si les déclarations étaient correctes ou non. Donc, ils ont fait appel à la CNAS, à la sécurité sociale, le ministère du Travail. C'était voilà, pour vérifier si les noms ils existent ou non, s'il y a des fausses déclarations ou non. Après aussi, il fallait statuer aussi à partir de quel degré on parle de sévérité et bien sûr quelles sont on va dire la distribution géographique aussi. Moi, je pense que les villes qui ont été confinées au début, notamment Blida par exemple, ou Alger ou d'autres villes, ont été prises en charge dès le Dès le départ. début. Il y a eu le 27 avril une première liste de 319 artistes qui ont bénéficié de ces aides-là. Des artistes qui se sont inscrits ou Oui, bien sûr. recensés. Oui, bien sûr, oui. Voilà. En général, c'est une aide qui est dans l'ordre de 3 fois le SMIC. Donc, parce qu'il se trouve que dans cette période-là, notamment les 2 ou 3 mois avant Ramadan, c'est la période la plus prolifique en termes de production, Exactement. notamment pour l'audiovisuel. Et beaucoup de projets n'ont pas été voilà, achevés. exactement. Voilà. Donc il n'y a pas eu de suivi de production ni de tournage, et ça s'est reflété, on va dire, sur la qualité et la quantité aussi du produit disponible aujourd'hui dans les chaînes télévisées au mois de Ramadan. Donc ces artistes-là voilà, ont été recensés. Et je sais que hier, il y a eu une autre liste qui dépasse 700 artistes, a été aussi livrée. Donc on est sur 1100 artistes déjà qui ont bénéficié de ces aides-là. Et l'ONDA, il continue à faire son travail dans la méthode et dans la légalité aussi. Malgré ces inconvénients, les artistes continuent à produire à travers les réseaux sociaux, à travers la plateforme YouTube. Il y a des concerts virtuels, il y a aussi des masterclass, il y a aussi des cours qui sont dispensés gratuitement. Donc, je fais référence à Master Home, une initiative du secrétariat d'État auprès du ministère de la Culture. Oui, exactement. C'est une façon aussi de reprendre le contact avec nos élèves des instituts de formation artistique, qui soient à l'échelle nationale ou régionale.
Et comme tous les établissements d'enseignement, eux aussi sont confinés, donc il y a plus de cours depuis la mi-mars. Et l'idée, c'était de créer des capsules vidéo à disposition pour les différentes filières de formation artistique, que ce soit musicale ou, euh, ou, euh, ou théâtrale ou plasticienne. Donc c'est des formations destinées à des jeunes étudiants, mais aussi aux amateurs aussi. Et bien sûr, c'est le secrétariat d'État de la production culturelle qui en prend en charge le tournage, bien sûr la mise à disposition online. Moi, je suis impliqué entièrement, même en termes de direction artistique et en montage. Mais c'est surtout les profs qui dispensent de cet enseignement. Donc, ce sont des profs dans les différentes instituts ici en Algérie ou à l'étranger aussi. Mais également, quelquefois, on fait appel à des artistes professionnels. Une histoire de rapprocher les professionnels à nos étudiants, mais aussi à donner des tuyaux, des pistes, des méthodes de travail qui les préparent vers la professionnalisation. Donc le concept Master at Home, c'est des cellules, c'est des capsules de 7 à 8 minutes. Chaque capsule, elle est dédiée à une thématique, qu'elle soit un instrument, une technique de dessin ou une expression artistique présentée par un professionnel et qui sont mises sur online gratuitement. D'abord sur notre chaîne YouTube, Secrétariat d'État Production culturelle, et puis sur les différentes plateformes, la page Facebook du secrétaire d'État, c'est limnada.fanpage, le site du ministère de la Culture, la page du secrétariat aussi sur Instagram, parce on a trouvé qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Instagram aujourd'hui. Donc c'est une interface plutôt dédiée aux jeunes et aux adolescents. Donc c'est sopc-gov-dz. Donc voilà, Master at Home, chaque semaine, il y a 2 capsules qui sont mise online. Et je pense que c'est une belle expérience pour nous qu'on va rallonger même après le Covid. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes et de professeurs qui ont adhéré à ce concept-là? Ah oui, oui, ils étaient tous, pratiquement tous volontaires et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en termes de savoir-faire, de qualité d'enseignement et vraiment ils étaient disponibles. Ceux qu'on ne pouvait pas les filmer parce qu'ils n'habitent pas là, donc ils ont fait eux-mêmes, on les a assistés à distance et eux-mêmes ils ont filmé à travers leur smartphone, mais sinon tout le reste, soit on y va chez eux, soit ils viennent chez nous, soit on va dans un établissement. De toute façon, l'idée c'est surtout que ces profs-là soient aussi participants dans un geste de solidarité au temps de Corona. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans le genre? Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Nous, on est sur plusieurs projets. D'abord, il y a la consultation, celle-là sur la situation de l'artiste, qu'on va programmer le deuxième temps de cette consultation, qui va être consacré surtout au métier des arts visuels, parce qu'ils ont des problématiques à part entière, les peintres, les photographes, les digital art aujourd'hui. Au domaine de l'audiovisuel et du monde du spectacle, que ce soit les danseurs, les acteurs, les chorégraphes. Bien sûr, la première édition, elle était vraiment très riche et variée en contenu, en qualité d'intervenants. Je rappelle juste les noms des participants. Vas-y. Bon, j'étais moi-même modérateur, mais aussi participant en tant qu'artiste, compositeur et chef d'orchestre. On avait parmi nous Madame Meissa Bey, écrivaine et romancière connue. On avait Ayed Ziani Shrif, qui est comédien et metteur en scène. On avait Brahim El-Mezned, qui est le fondateur et directeur de Visa for Music du Maroc. Il est aussi membre de la banque d'expertise UNESCO et de l'Union européenne. On avait Imad Halibi, qui est un percussionniste tunisien et directeur artistique et directeur récemment du Festival international de Carthage. On avait Ziani Ziwani, qui est musicien et chef d'orchestre d'envergure dans la région parisienne. On avait comme juriste et spécialiste
dans les affaires des droits et des auteurs et des artistes, M. Hakim Tansal, ex-PDG de Londa. Et bien sûr, on a accueilli Mounis Khammar en tant que jeune scénariste, réalisateur et producteur, directeur de sa propre boîte de production. Et bien entendu, Madame Christine Merkel, qui est désormais notre amie dans le suivi du rapport de l'UNESCO 2005 et qui est venue en tant que spécialiste dans la Convention 2005, mais aussi directrice du département culture en Allemagne, Mémoire du Monde, et comme ancienne parlementaire européenne. Bien sûr, la consultation s'est terminée avec une intervention du directeur de la Convention 2005 à l'UNESCO, M. Toussaint Tiendere Biego, qui a donné une belle intervention rappelant la nécessité de ce mouvement Resili Art qui commence à voyager de par tout le monde, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et il a souligné l'importance que fait l'Algérie en ouvrant le bal, parce qu'il se trouve qu'on était le premier pays arabe à avoir organisé une consultation internationale sur la situation de l'artiste en partenariat avec l'UNESCO et dont on compte le 16 mai vont faire le deuxième numéro de cette consultation. Une dernière question, brièvement. Comment imaginez-vous le secteur de la culture après la crise du coronavirus? Ça sera différent. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après Corona, je pense, dans le monde entier. Et la culture, nécessairement. Bien sûr, il y a ce biais, ce volet digital qui va être renforcé, j'imagine. Parce que là, on assiste à vraiment une production géniale. Il y a des contenus originaux qui ont été aujourd'hui faits en visioconférence à distance. Et je pense qu'on est en train d'assister à la naissance aussi d'un nouveau genre artistique qui déploie toutes les performances artistiques traditionnelles, qu'elles soient musicales ou théâtrales, mais dont aujourd'hui on a un élément très fort qui, à mon avis, c'est le nouveau chef d'orchestre qui est le monteur maintenant et le mixeur. Donc on met en avant maintenant le travail de la post-production et ça c'est formidable parce que ces métiers-là ont été toujours confinés à une connotation technique. Aujourd'hui, on voit que maintenant, finalement, non, ils sont aussi artistes que les autres et ils peuvent apporter une touche et une lecture sur des expressions artistiques classiques. Docteur Salim Dada, secrétaire d'État chargé de la production culturelle, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.